notre émission de Vivre Ensemble. Jean-Marie Vianney ici, encore dans un nouvel univers, des personnes passionnantes que nous alignons. Vous êtes maintenant habitués au contexte de l'émission. Et cette fois-ci, nous sommes allés vous chercher dans le monde de l'univers de la fonction publique fédérale du gouvernement du Canada. Il y en a qui sont là présentement, qui font énormément de choses pour faire avancer les choses dans la communauté et au niveau fédéral dans le contexte du pays. La personne que nous allons recevoir aujourd'hui, elle est passée par là. Elle a passé énormément de temps à revoir, à travailler sur les politiques, à implémenter. Et donc, elle va nous livrer son expérience. Nous avons le plaisir d'accueillir à l'émission M. Eugène Omboli. Bienvenue à Vivre Ensemble. Bonjour Jean-Marie, merci pour l'invitation. En lingala, on dit Ozali. Hein? Nazali Malam. Comment ça veut dire quoi pour ça veut dire que je me porte bien. Je me porte Malam. Oui, c'est ça. Beauté aussi, on dit beauté. Oui. Bonjour. Bonjour, voilà. Ouais. Je crois que ça commence à venir. Absolument, absolument. Mais là, c'est une façon de vous introduire et pour vous détendre un peu l'atmosphère. Oui. Et pour également dire que on n'est pas seulement, on est une histoire, on est un passé et un présent. Oui. Ouais, et le passé vous a fait naître dans une région géographiquement qu'on appelle la région de l'Afrique centrale. Oui. On les confond les deux, mais d'où vous venez, j'aime celui-là le plus parce que c'est le plus cool. Ils sont les plus subtils, ils sont présents, mais ils ne prennent pas la place trop. Les Congolais. Est-ce que c'est les Congolais de Brazzaville? Oui. Est-ce que c'est... Comment cette culture-là a été développée dans le peuple congolais de Brazzaville? C'est que depuis l'ère de la colonisation, nous étions habitués à nous prendre en main. Et, mais souvent, c'est plus pour acquérir les connaissances et les partager. Alors, donc, on a eu des grands timoniers comme André Guénard Matsua, qui était le premier des émissaires qui a servi la France, la colonie française, et puis, mais aussi qui a commencé à se rebeller et à commencer à demander plus de droits. Voilà, voilà. Alors, donc, de là, on a persévéré. Et ça fait que dans notre histoire, on a eu comme premier président, c'est un prêtre. Un prêtre, l'abbé Fulbert Yulu. Mais au bout d'une guerre fratricide, il a été assassiné. Il a eu l'intelligence de pouvoir créer un gouvernement d'union nationale. Et donc, il a pu se réconcilier avec celui qui se battait. Et puis, il a tout promu Premier ministre, donc créé une coalition qui a marché, qui sera renversée par les révolutions socialistes. Alors, ça fait que nous sommes habitués à apprendre, à analyser les choses, à apprendre et souvent se comporter pour placer les intérêts de l'Afrique ou du pays en avant. En avant, oui. Et puis dans une sacrée coïncidence, parce qu'en fait, on vous invite à une émission qui s'appelle Vivre Ensemble. Et donc, vous venez d'une culture où les politiques au niveau social et financier, on avait déjà anticipé sur cette notion-là, qui n'est pas une nouvelle notion. Absolument, en fait. Ce n'est pas une nouvelle notion parce que déjà, dans le contexte africain, on a beaucoup d'ethnies et qui constituent le pays. Donc, il faut vraiment gérer les différences et pour pouvoir créer des coalitions qui vont marcher. Alors ça fait que il faut apprendre différentes langues, différentes us. Et donc, pour nous, ça fait que on a appris à pouvoir composer avec la différence et à chercher à faire ressortir le meilleur pour les résultats du bien collectif. Mais ça doit être quelque chose d'être né dans un bouillon de culture comme celui-là. Je dois dire que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie en dehors de mon pays natal. Alors, ça m'a préparé à aller, par exemple, m'adapter à la culture européenne. J'ai étudié en Pologne, par exemple. Je ne connaissais pas la langue. Alors, donc, il faut avoir cet esprit d'ouverture et surtout cette volonté de connaître l'autre et de tisser
des liens, des connexions qui vont mutuellement vous enrichir et vous permettre d'aboutir. Je peux m'associer à vous, je viens du Moyen-Orient où pour certaines personnes qui me disent qu'est-ce que tu vas chercher là? Tout à fait. Mais je ne connaissais pas la langue et tout, mais avec cette notion d'ouverture, alors je me suis accoutumé et puis je ne parle pas toute la langue, mais je comprends un peu quand même. Mais surtout, Jean-Marie, ça dépend de l'image que tu projettes. Donc pour toi, c'est une personne qui aime parler, qui aime engager les autres. Et le sourire, pour moi, c'est ma qualité. Je pense que ça ouvre, ça adoucit les rapports et ça permet cette ouverture. Mais surtout la façon de pouvoir écouter l'autre et le valoriser pour que vous sortez de cette expérience tous bien à l'aise et vraiment, comment dire, enrichis. Enrichis, oui. Alors, de la Pologne, qu'est-ce que vous avez étudié là-bas en Pologne? J'ai étudié les mines. Les mines, j'étais à l'école, l'académie des mines de Cracovie. Vous avez été passionné par ça? Ben, je dirais que c'est un hasard, parce que le Congo n'est pas un pays minier. Le Congo-Brazzaville, c'est l'autre Congo démocratique. Qui est une catastrophe je ne connaissais rien des mines, mais je voulais un défi. Donc, j'allais faire ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire, parce que souvent, on envoyait les étudiants aller faire l'économie, l'hôtellerie, des trucs comme ça. Alors, j'ai voulu, au départ, faire la géologie. Je trouvais que c'est un peu trop éloigné dans la brousse. Ça prend beaucoup de choses. Et j'ai décidé, il n'y avait pas beaucoup des gens du Congo qui apprenaient, même des Africains qui s'embarquaient dans les études des mines. Alors que le sous-sol du continent est bourré de mines. Exactement. Et malheureusement, les gens ne sont pas formés dans le domaine, ou ceux qui sont formés, ils viennent, on fait des cadres, et ce n'est pas vraiment pour aller travailler sur le terrain et faire la différence qu'il faut. Et donc, mais ces compétences-là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous les avez ramenées au Canada? Alors, les circonstances ont fait que j'ai connu une Polonaise donc le père habitait au Canada et qui essayait de réunir sa famille. Mais elle ne voulait pas qu'on aille directement au Congo, elle voulait qu'on passe au Canada avant d'aller qu'on aille au Congo. Alors c'est ça. On est venu avec l'idée d'essayer de bâtir notre expérience ici, se préparer à aller mener une vie en Afrique. Malheureusement, ça n'a pas tourné de cette façon. Ça n'a pas tourné. Mais j'ai travaillé dans le domaine minier ici au Canada. Ma job, j'ai eu mon travail d'ingénieur minier à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, où je reviens. Et là, j'ai travaillé pendant au moins 6 ans. Alors, j'étais engagé comme ingénieur de production. Et puis, j'ai travaillé dans le secteur de la ventilation. Donc, comme tu sais, quand on est en bas, mines, il faut un besoin d'air. Sinon... Même les camions qu'on utilise ont besoin d'air frais pour que la température et tout ça. Alors, et c'était la meilleure place pour moi pour apprendre vraiment les mines, les roches dures. Parce que c'était une mine de plomb, de cuivre et de zinc. Est-ce que c'est un domaine que vous encouragerez ceux qui sont en train de nous écouter d'explorer? Absolument, absolument. On a besoin de ça. C'est ça le problème toujours quand on parle, qui nous frappe le plus. On parle en anglais, money cost, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on a comme le malheur d'avoir trop de ressources, mais pas les capacités pour les ressources humaines pour exactement, pour les extraire à profit pour le pays. Alors donc, on se laisse toujours dominer par les étrangers qui viennent et qui prennent tout, et qu'à la fin, même la communauté n'en profite pas. Et seulement une élite qui continue à servir
ces grandes compagnies. Compagnie, en fait, c'est multinational. Voilà. Donc, alors, c'est ce que vous en sortez de cette expérience-là? Oh, beaucoup, ça m'a vraiment aguerri parce que je ne suis pas comme le Cameroun, là. J'étais le meilleur élève en anglais dans ma classe, mais on ne parlait pas anglais. On dit, moi, je n'irai pas en Angleterre, tout ça. Mais donc, il fallait que j'améliore mon anglais parce que je suis parti d'abord en Pologne, c'est le polonais que j'ai appris. Mon anglais de l'école, du lycée, n'était pas suffisant. Il fallait que j'apprenne l'anglais. Encore une autre adaptation, une intégration. C'est ça. Maintenant, et quand tu vas là-bas, tu dois fonctionner comme ingénieur dans la terminologie que tu as apprise. C'est ça. Et c'est en polonais que tu as appris. Donc, il faudrait que tu fasses des bouchées doubles. Alors, c'est ça qui est le défi. Que nous, on a toujours ce défi de pouvoir faire plus que les autres pour pouvoir s'adapter au niveau des autres. Alors, donc, ça m'a permis d'acquérir une bonne expérience. Et de là, j'ai terminé comme ingénieur de projet. Et j'ai fait un projet qui a valu de l'appréciation de beaucoup de la haute direction. Voilà, et bien d'autres personnes qui sont spécialistes dans les domaines, parce que j'ai économisé des millions d'argent pour l'institution. Oui, le projet, c'était sur la diminution du ciment. On utilise du ciment, beaucoup de ciment, pour remplacer dans le grand blé. On faisait par exemple 7% de ciment. Il coûte cher, $100 par kilogramme. Et on utilise beaucoup. Alors moi, j'ai trouvé un produit remplaçant qui réduirait la quantité du ciment, mais sans affecter la solidité de l'édifice du bâtiment. De 2%, ça fait des grandes économies pour le faire. Alors, les gens venaient maintenant voir et pour adapter dans d'autres mines. Ça m'a donné cette expérience-là que j'ai... ça, on vous découvre, on vous découvre en même temps. Et ça, c'est passionnant de continuer à vous écouter. Mais si vous permettez, donc, on va prendre une courte pause, le temps qu'on vous découvre encore un peu plus et que vous nous parliez donc, de cette transition-là des mines, de votre formation à votre profession, maintenant dans le monde de la fonction publique fédérale, parce qu'il y a des gens qui certainement ils seront curieux et aimeraient savoir, peut-être qu'ils voudraient rentrer également sur votre profil ou alors vous s'inspirer de votre profil pour trouver une voie. Alors, avec votre permission, on va prendre une courte pause. Vous qui êtes on vous demande de ne pas quitter avec M. Eugène Omboli, donc, qui est une expertise à la fonction publique fédérale canadienne. Donc, on revient dans quelques minutes. Ne quittez pas. À tout de suite. De retour après la pause, je suis toujours accompagné de M. Eugène Omboli, donc ancien retraité de la fonction publique fédérale canadienne, qui nous partage son expérience et qui a voulu bien participer à notre émission. Donc, pour certains, donc, étant donné que notre émission s'appelle Le Vivre Ensemble, vous, avec votre parcours, que ce soit de l'Afrique, de la Pologne, dans votre champ professionnel, vous avez eu à expérimenter ce phénomène de vivre ensemble. J'aimerais, pour le besoin de mes auditeurs aussi, savoir ce que cela signifie pour vous, vivre ensemble. Je dirais que il n'y a pas un accord sur la définition exacte de ce principe. Donc, j'en ai trouvé 4 qui parlent différemment, mais qui tourne autour de respect de l'autre et surtout de chercher à s'entendre et à promouvoir je dirais des points communs d'entente
et surtout pour défendre les causes communes. Alors, mais moi, selon moi, en effet, c'est ça en fait la question. Selon moi, parce que donc, le terme académique, on peut en donner des définitions par rapport à plusieurs paramètres. Exact. Mais nous parlons au peuple qui est à la communauté. Alors, moi, j'ai une autre conception. Suivant ces expériences que j'ai eues, je le définis suivant 4 principes, je dirais. Donc, il y a d'abord l'apprentissage, et après, il y a l'accommodation, selon moi, et après, il y a l'adaptation, et enfin, on passe à l'acceptation. Donc, il faut apprendre de l'autre et aussi aider les autres à prendre de vous. Et comme ça, vous vous connaissez. Et le plus vous vous connaissez, vous pouvez faire des engagements qui vont attirer les autres. Mais il faut faire des accommodations. Parce que mon partage peut ne pas correspondre à tes attentes. Et alors, à un certain moment, il faudra ajuster. Alors, il faudra accommoder. Il ne faut pas comparer à l'intransigeance où c'est ma façon, les autres. Alors, dans le vivre ensemble, il faut vraiment faire de la place à l'écoute de l'autre, et de montrer l'empathie et tout ça. Donc, pour moi, je vois ça comme l'accommodation. Comment faire que l'autre personne se sente bien et continue à échanger avec moi et qu'on maintienne la voie. Maintenant, quand on arrive à l'adaptation, c'est ça qu'on a fait. Donc, je m'adapte à la société polonaise. Je suis chez les Polonais, je dois apprendre comme les Polonais font, je dois maîtriser leur langue comme il faut et leur culture pour pouvoir faire comme ils veulent. Et puis, ici au Canada, c'est la même chose. Donc, on arrive au Canada, il faut s'adapter à la culture canadienne et en même temps ajouter de la valeur à cela pour pouvoir faire que la communauté s'enrichisse. S'enrichisse dans son Donc le dernier point, c'est l'acceptation, je crois, en français, en bon français. Donc, une fois qu'on a passé ces étapes-là, mais qu'on s'accepte tel quel, et parce qu'on va maintenant miser sur ce qui nous lie, ce qu'on a de commun, en commun, pardon, et comprendre ce qui nous différencie et en même temps respecter ces différences. Voilà, et de vivre ensemble, c'est aussi l'héritage que l'on transmet à l'autre. C'est aussi le projet, un projet que l'on construit avec l'autre. Quelles sont selon vous, est-ce qu'il peut y avoir des limites au vivre ensemble? Oui, pour moi, il y a 2 principales limites que je vois. Oui, quelles seraient ces limites alors? La première limite pour moi, je crois que c'est la fragmentation des communautés. Prenons la communauté africaine, par exemple, c'est difficile il y a tellement une multitude de petites associations et c'est difficile d'élever et créer un front commun qui nous représentera. Voilà. Alors ça, c'est notre défaut, moi je pense. C'est ça, la fragmentation des communautés qui ne font pas les efforts à se rassembler à un niveau plus élevé, avoir une meilleure représentativité. Et maintenant, l'autre limite pour moi, c'est le déni de la société d'accueil. Alors, donc, la société ne fait pas des efforts pour faire les ouvertures que nous avons dit et plus des attentes que les autres doivent se soumettre et il ne répond pas aux exigences, aux besoins de mobilisation, d'évolution des autres communautés immigrantes. Et donc, vous verrez ça des 2 sens alors. Donc l'ancienne ou la nouvelle génération, l'ancienne génération devrait continuer à développer, élargir les opportunités d'insertion des nouvelles générations. Et puis les nouvelles générations devraient s'auto-organiser pour avoir des voies, peut-être des voies multiples, mais trouver un consensus pour avoir une voie, des voies désignées pour peut-être uniques ou pour adresser cette... L'important, à mon avis, c'est de créer des synergies. Et donc, si on doit se rassembler et trouver des points communs et agir selon des plans que nous défendrons pour pouvoir
résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés. Et sans vraiment, avec l'apport de toute communauté concernée. C'est ça, donc le défi. Donc si la communauté d'accueil ne prête pas, ne fait pas des ouvertures, c'est difficile pour eux les nouvelles communautés vont se battre, elles sont dans des situations de survie. Et souvent, alors, il n'y a pas un espace qui est créateur des synergies qui font évoluer et la connexion qu'on veut et surtout les résultats qui bénéficieront à la dynamique de bon fonctionnement, de dynamique de vivre rencontre, ensemble. de bon fonctionnement, de vivre ensemble. J'aime bien ça, les places de synergie, la création de ces espaces-là. Je pense que je l'imagine en termes d'une table qui de 6 ou 2 ou 3 places continue à s'élargir à 25 places ou 60 places. Et là, tu viens de soulever un point que je voulais pas mentionner et que peut-être que ça reviendra dans les autres questions. Allez-y, non? C'est qu'il faut innover notre imaginaire. Il faut vraiment sortir du carcan des concepts qu'on a eus dans le passé. Vraiment, on est dans une nouvelle ère et il faut vraiment faut commencer à innover, créer d'autres façons de vivre autrement. Oui. Et je pense que cette table-là, moi je me suis dit, pour se poser la question de savoir qui manque autour de la table, qui serait intéressé à aborder le sujet que nous sommes en train d'aborder. C'est ça, moi j'irais même à faire l'imaginaire d'une maison. Vous voyez, une maison, on a besoin, elle peut commencer petite, mais elle a une fondation. Et quels sont les éléments qu'on doit mettre pour que les murs soient solides, et que l'architecture, les contributeurs donnent leur meilleur pour que cette maison soit confortable pour tous et soit acceptable. Et elle invite les autres, elle les accueille et elle les oriente, elle les guide et les fait et permet aux gens d'éclore à leur plein potentiel. Qu'est-ce que vous avez constaté dans vos années dans le gouvernement fédéral, dans cet univers professionnel? Alors, dans le gouvernement fédéral... Comment vous avez vu l'évolution, les transitions? Je dois dire que ce n'était pas facile. Parce que... Partagez-nous cette expérience. Je suis sûr que mes auditeurs, mes téléspectatrices... Oui, donc je suis le produit de la première ouverture du gouvernement fédéral aux minorités visibles ici à Ottawa, parce qu'à l'époque, c'est au début des années 2000, on ne trouvait pas qu'il y avait des gens capables dans les minorités visibles. C'était ce qu'on disait avant. Voilà, c'est ça. C'était le justificatif. Voilà. Donc nous, avec le caractère de pouvoir faire des ouvertures, et donc on ne va pas seulement revendiquer, mais proposer des solutions, on a proposé de faire une foire. Une foire, inviter les gens issus des minorités visibles qui ont des diplômes et qui vont donc aller avec les ministères qui sont présents et appliquer et faire une liste. Et c'était c'était à Eaton. Ils s'attendaient seulement à faire ça en une journée, mais ils étaient obligés de rester là pendant 3 jours. Parce qu'il y avait des fils qui sortaient de Eaton, jusque dans le ministère de la Défense, là, parce que les gens sont venus nombreux. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc on a décidé, même à partir de là, qu'on va faire une base de données. Parce qu'on ne pouvait pas garantir des emplois à toutes les personnes qui étaient là. Mais on a on a formé une base de données que le gouvernement s'est engagé à pouvoir utiliser ou bien pouvoir s'engager à utiliser pour les 6 prochains mois pour pouvoir éponger ça. Donc moi, j'ai été j'ai eu ma première job à cause de ça. Et ça, c'est parce qu'il y avait 2 ou une petite poignée des minorités visibles qui étaient dans le gouvernement qui exigeaient cette opportunité-là. À l'époque, c'était orienté vers les femmes. On a demandé de faire la même passe, la même ouverture aux minorités visibles. Et on a prouvé que
c'était pas le manque des gens qualifiés, c'était le manque d'opportunités. Mais donc ça vous a fait passer donc, par cette façon pour rentrer dans cette institution. Mais les choses ont évolué quand même aujourd'hui, de votre temps à maintenant. Oui, absolument, les choses ont évolué, mais c'est qu'il faut pousser. Donc quand on est arrivé là-bas, on continue, donc c'est là qu'on arrivera, peut-être que tu vas mentionner, mais il fallait, quelles sont les différentes formes d'activités qu'on a prises pour pouvoir, une fois qu'on est dans le gouvernement, qu'est-ce que vous avez fait à l'intérieur? Dans le contexte. Il faut ces 3 axes. On a créé des organismes. D'abord, on a soutenu des initiatives qui visent à réparer, à réduire le gap, l'écart, c'est ça. Donc, il y a eu un programme où on a ciblé, on a un rapport de Perumbam. C'est le premier où on a décidé, on a reconnu qu'il y a la discrimination dans la fonction publique canadienne et qu'on va maintenant s'engager à avoir des targets. Des objectifs. Voilà, tant de directeurs d'origine de minorités visibles, tant d'employés. Donc, on a eu et on a fait un plan qui était accepté par le gouvernement de Chrétien à l'époque. Voilà. Et donc, c'est ça. On a réalisé au niveau. Qu'est-ce qui est arrivé? On a réalisé tous les objectifs au bas de l'échelle. mais le niveau, le haut n'a pas bougé. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça continue à avancer parce que on aurait énormément de temps pour parler de tout ça, mais il faut avancer. Donc, une image, peut-être en terminant, un objet qui symbolise pour vous le vivre ensemble. Actuellement, je n'ai pas d'image qui me vienne à personne l'esprit. Une personne, pour moi, je dirais maintenant, c'est le comment on dit speaker vous voulez parler de Greg Fergus? Oui. En tout cas, merci encore infiniment d'être passé, le jeune Ombeli, à vivre ensemble. Vous suivez. Continuez à suivre les programmes de Rogers. Au revoir, à la prochaine.